soir en P1, nous accueillons Edwy Plenel. Alors Edwy Plenel, bonsoir. Bonsoir. Nicolas Sarkozy a été battu. Vous aviez promis de vous raser la moustache. Non, jamais. Ah bon? Jamais. Alors ceci étant, vous êtes ce soir pour la première fois invité d'honneur dans cette émission. Big up. Alors, désormais, vous avez une vraie loge, du champagne, et vous pouvez choisir une fille du premier rang avant de partir, quand même, c'est pas... Non. En P2, nous accueillerons Franz-Olivier Gisbert. Fogg nous parlera de son nouveau livre, Dernier carnet, chez Flammarion, où il révèle que si Mitterrand l'aimait bien, c'est à cause de son strabisme façon Dalida. Toujours en P2, nous accueillerons Gaspard Proust. Gaspard nous parlera de son spectacle, Gaspard tapine au Châtelet, et nous dira combien ça coûte. Enfin, en P3, après le zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h. Ce soir, à l'occasion de Roland Garros, Michael Jérémias, champion de tennis en fauteuil. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Waouh! Alors Edwy, rebonsoir. Donc il est clair que Mediapart, le site d'info que vous avez fondé et que vous dirigez, a été pour beaucoup dans la chute de la maison Sarkozy. Votre dernier livre s'intitulait Finissons-en, mais c'est fini cette fois, hein? Pour longtemps, vous croyez? Sarkozy est parti, mais ouais. Le sarkozysme, c'est pas encore fini. Ah d'accord. Il est le produit d'un système. Et ce système, il faut le défaire. Il y a oui, du boulot encore. Donc votre combat n'est pas terminé en fait. Et non, oui, toujours. Je me raserai la moustache quand ce sera vraiment terminé. Ah, c'est pas de mal à veille. Quand même, c'est un indice. Alors, Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il voulait redevenir avocat. Il sait les emmerdes qui l'attendent, c'est ça, non? Ah ben, il y a quelques juges qui l'attendent. Le 15 juin, c'est fini son immunité présidentielle. Donc, il y a les juges de Bettencourt à Bordeaux. Ouais. Il y a les juges de l'affaire Karachi. Ouais. Ça, c'est la campagne Balladur, c'est plus loin. Ouais. Et puis, il y a l'affaire libyenne, sur laquelle nous travaillons toujours. Alors, le coup de grâce a été effectivement l'annonce du financement supposé de la campagne de 2007 par Kadhafi. 50 millions d'euros, dit Mediapart. Tout ça pour une campagne qui s'est terminée par un concert de Mireille Mathieu à la Concorde, quand même. Ça fait cher. Non, mais il y a beaucoup d'argent. Cette histoire, c'est un immense secret libyen. C'est pas seulement 50 millions le financement d'une campagne. Dès 2005, M. Sarkozy et son entourage, M. Guéant, M. Hortefeux, avaient fait ami avec la dictature libyenne, avec des intérêts financiers, de l'argent. Vos pièces sont vraies? Mais on a publié toutes sortes de documents. Et le dernier document est évidemment authentique. Bien. Alors, Sarkozy ensuite a fait tuer Kadhafi. Elle doit flipper, Liliane Bettencourt. Non? Non, mais je ne sais pas si c'est Sarkozy qui a fait tuer Kadhafi. Mais je pense que dans cette histoire, il y a 30 000 morts, quand même. La guerre libyenne, on en blague, c'est 30 000 morts. Nous avons révélé, petite parenthèse, des documents compromettants sur Sarkozy et M. Al-Assad. Aussi, parce qu'ils les ont toutes faites, quand même. C'était leur arrière-cour, ces dictatures. Vous savez, je prends toujours le Noël, Nouvel An 2010, juste avant les révolutions arabes. M. Sarkozy est à Marrakech, d'ailleurs, il y est retourné chez un roi de droit divin. Monsieur Guénaud, son conseiller, était où? À Tripoli, à l'ambassade de France, chez Monsieur Kadhafi. Monsieur Fillon, le Premier ministre, était chez Moubarak en Égypte. Et Madame Michel Alliot-Marie, comme on le sait, elle était chez Ben Ali. Ils étaient tous là. Il manquait juste encore El-Assad. Alors, le citoyen que vous êtes est satisfait, mais le journaliste d'investigation est triste parce qu'on dit que François Hollande a tellement peu de choses à se reprocher que Mediapart pourrait fermer d'ici la fin de l'année, c'est vrai? Non, on a fait des révélations qui mettent en cause l'éthique de certains parlementaires socialistes, le clientélisme local. Nous sommes d'emblée vigilants. Vous serez aussi dur avec les socialos? On l'est tout de suite. Et pourquoi? Parce que c'est le meilleur service à leur rendre. Ouais. Hollande, bon, c'est vrai que dans le Thalys, quand il était à Bruxelles, il s'est assis à la place 48 au lieu de la place 49. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Hollande, pour l'instant, pas grand-chose. Mais c'est pas Hollande, encore une fois, mon problème. Comme c'était pas Sarkozy. Je ne suis pas dans la bagarre sur les hommes. C'est pas un problème de morale. Moi, je suis pas un père la vertu. Je dis juste que c'est des fonctions publiques. Et que dans ce cas-là, il y a une exigence plus forte. Mais qu'est-ce qu'il y a à savoir sur les ministres, à part le numéro de téléphone de Najat Belkacem? Mais
Alors, on va continuer, Edwy, à parler investigation, mais à votre sujet maintenant. Aïe, 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 je crains le pire. Alors, vous êtes né le 31 août 1952 à Nantes. Ça, c'est vrai. Père professeur d'histoire, qui peu après votre naissance devient vice-recteur de l'Académie de la Martinique. Vous y vivrez jusqu'à l'âge de 10 ans, marqué par une fameuse institutrice, Madame Montalin. Ah, c'est bien que vous ayez retenu ça. Ah, c'est formidable. Elle était comment, Madame Montalin? Ah, elle était formidable. Ah oui? Elle était vraiment formidable. Elle vous a ouvert au monde? Ah, c'est... Non, c'est... Madame Montalin, c'est très bien. Non, mais c'est tout... C'était au lycée Schellcher. Il y avait les petites classes du lycée Schellcher. Encore, il existe à Fort-de-France. Et c'était vraiment l'institutrice de la République, quoi, dans la très grande idée. Ouais. Et au fond, c'était cette façon dont des petits peuples, produits de l'esclavage, produits de nos fautes, peuvent être plus grands que nous. Et nous renvoyer nos idéaux. C'est ça qu'elle m'a appris, Madame Montalin. Elle m'a appris des idéaux que nous avions trahis. Alors, en 1959, des émeutes éclatent à la Martinique. Votre père proteste contre la répression. Lui n'appartient à aucun parti, mais il fréquente les milieux indépendantistes. C'est un homme de conviction, pétri d'idéal républicain. Et là, il voit ses utopies s'effondrer, quoi. En fait, c'est une très forte histoire pour moi qui, c'est vrai, qui m'a fait ce que je suis. Et les émeutes, c'est important, sur la place de la Savane, démarrent sur un incident raciste. Et là, il y a 3 collégiens qui n'ont pas participé aux émeutes, simplement ils sortaient de l'école. Ils sont tués. Parce que dans les Antilles, et ça a été la même chose en Guadeloupe en 67, c'est à balles qu'on répondait. Ouais. La répression. On tuait. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mon père, il était le patron de l'éducation, il a été aux obsèques de ces jeunes, notamment un, Marajo. Et il a dit, mais je ne suis pas la France qui a tué, je suis une autre France. Celle qui nous rassemble, celle qui élève la République. Et donc, c'est ça qui m'a enseigné. C'est-à-dire, c'est un homme qui a dit non. Ouais. C'est un homme qui a dit non. Et son enseignement, c'est au fond que on est tous responsables de notre liberté. Moi, j'ai traduit ça dans mon métier de journaliste. Ouais. Alors, il en a payé le prix fort, sa carrière, l'exil. Il a été rappelé en métropole en 1960. Il lui est interdit de sortir de métropole, ce qui est une mesure illégale, en fait. Il est donc parti après en Algérie. Il est devenu prof en Algérie, indépendante, en fait. Voilà, et il a rompu pendant un moment avec la fonction publique française. Et il a été réhabilité au niveau professionnel, après mai 68, par un homme, cet homme, Stéphane Hessel. Ah là là. Il était le numéro 2 à l'ambassade de France. Et le Stéphane Hessel, de Indignez-vous, celui qui, dans Indignez-vous, dit « Mais votre liberté, c'est votre affaire, c'est votre responsabilité. » Je ne savais pas. Et ce n'est pas un hasard si ces 2 hommes se sont retrouvés là. Alors, c'est en Algérie que vous faites votre premier acte politique. En 1967, mort de Che Guevara, vous écrivez une lettre au peuple cubain, l'autre à la famille du défunt. Vous faites signer les lettres par toute la classe et vous allez les apporter assez solennellement à l'ambassadeur de Cuba à Alger. Eh oui, eh oui. Et le mec vous donne du Coca-Cola. Oui, c'était la déception. En 1968, au lycée Victor Hugo à Alger, vous fondez votre premier journal lycéen, Le Tigre en papier, ça s'appelait. Oui, bien sûr. Et vous signez d'un pseudo Joseph Krasny. Alors ça veut dire rouge en fait, Krasny. Oui, et qui va me rester pendant 10 ans. Ça a été mon identité. Alors Joseph, c'était un clin d'œil aussi. Bah, Staline, évidemment. Et voilà. Ah oui, la moustache aussi. Contre Staline. Contre Staline. Donc vous arrivez à Paris en 1970, vous entrez à la Ligue communiste, future Ligue communiste révolutionnaire, LCR. Et là, vous laissez tomber Sciences Po pour devenir un révolutionnaire professionnel. Vous dites, j'ai été trotskiste et je n'ai même été que ça pendant 10 ans. Vous faisiez quoi? Je faisais des articles, j'organisais des manifestations, je faisais des choses parfois pas très légales. Il fallait faire parfois des faux papiers, il fallait passer des frontières, il fallait pas... Vous voyez, aujourd'hui, c'est rien. Ça a changé. C'est plus difficile aujourd'hui. C'est beaucoup plus difficile de faire des faux papiers aujourd'hui. Fallait parfois aller quand même se payer les racistes et les fascistes. Il y avait de la baston quand même. Voilà. Vous êtes battu contre Occident? Oui, on a tous fait ça, contre Ordre Nouveau. Oui, voilà. Alors, c'est en 1976 que vous devenez journaliste au journal de l'organisation Rouge. Et 4 ans plus tard, Jacques Fauvet vous engage au Monde. Alors, il y aura évidemment que des histoires très célèbres, les Irlandais de Vincennes, le Rainbow Warrior, le prêt de Pelat à Bérégovoy. Vous devenez patron avec Colombani du Monde. Alors, pour les uns, vous êtes Petit Cyclone. Ça, c'est le surnom gentil. Et pour ceux qui ne vous aiment pas, vous êtes Impérator. Ah bon? Petit Cyclone, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait... Je me suis calmé quand même depuis. Alors, il faut porter la plume dans la plaie, disait Albert Londres, une phrase que
qui est un peu votre motto, non? Oui, notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. Votre père doit être fier de vous. Ah bah, il passe 3 heures sur Mediapart, il s'est mis à l'ordinateur pour le... Voilà, voilà. Et puis peut-être qu'il... Comment dire? Je pense que c'est un breton taiseux, donc c'est pas un expansif comme ça. Mais je pense surtout que, voilà, c'est un chemin. On fait... Moi, je crois qu'on... Comment dire? Rien n'est écrit. Vous savez, être radical à 20 ans, être provocateur à 20 ans, c'est facile. La question, c'est comment on fait son chemin, tout le temps. Vous l'enseignez à vos enfants, cette rigueur intellectuelle? Je pense qu'il ne faut pas faire comme ça. Il faut les laisser vivre. Par l'exemple. Et ils vivent très bien. Et ils vivent très bien, et ils font très bien. Ma fille, par exemple, est très engagée sur les questions du sida, sur voilà, et avec un sens de la responsabilité peut-être plus fort que notre génération. Nous, on était assez inconscients quand même. Cette génération-là, entre le chômage, entre... Et quand elle s'engage sérieux. Sérieux, bien. Elle est meilleure que nous. Voilà, c'était la fin de SLT. On se retrouve après la pub avec Franz-Olivier Gisbert et Gaspard Proust pour parler de l'actualité de la semaine. À tout de suite. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriens. Nous sommes toujours en compagnie d'Edwy Plenel. Et nous accueillons Franz-Olivier Gisbert et Gaspard Proust. Alors Franz, déjà 3 semaines que Nicolas Sarkozy nous appelle plus tous les matins pour vous traiter de connard. Ouais, c'est vrai, ouais. Et qu'il demande au propriétaire du journal de vous virer. Ouais, bah ouais. Ça vous manque? Non. Non. Non, franchement, non. Je sais pas si cette nostalgie, vous l'avez, vous? Non. Edwy Plenel, il l'a peut-être. Non. Pauvre Sarko, personne ne le regrette. En fait, Sarkozy ne vous traitait de connard et d'enculé qu'au téléphone, parce que quand il était en face de vous, vous dites, il minaudait. Oui, c'est vrai qu'en face à face, il était plutôt toujours assez gentil. C'est plutôt par téléphone. Moi, j'ai pris les grosses engalades, enfin, les trucs terribles, quoi. Vous savez, où il a enculé toutes les phrases à peu près. Enfin, d'ailleurs, j'avais raconté comme ça une engalade et j'avais enlevé le mot enculé, parce que je me suis dit, un président de la République ne peut pas dire enculé tout le temps, quoi. Donc, vous trouvez pas qu'est-ce qu'il a fait de mieux dans son mandat, c'est sa sortie? Il a bien réussi sa sortie, c'est vrai. Ah non, mais... Non, mais j'entends des rires, mais franchement, c'est vrai qu'il a fait une belle sortie, Edwy. Moi, je pensais pas. Là, vraiment, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une sortie aussi digne, avec un très beau discours, très sincère. Comédien. Non, Edwy, on peut quand même lui reconnaître des qualités de temps en temps. Mais la différence entre Franz-Olivier Gisbert et moi, et c'est sincèrement, pour moi, c'est un mystère. J'ai envie de lui demander pourquoi. Parce que j'ai lu Dernier Carnet, là. Et je me dis, mais c'est extraordinaire. Mais pourquoi les lecteurs du Figaro puis du Point n'en ont rien su? Je raconte juste. Il y a au cœur de ce bouquin une description de Édouard Balladur, Nicolas Sarkozy, Nicolas Bazire. On est entre 93-95. On apprend qu'ils font des écoutes téléphoniques sur Franz-Olivier Gisbert, qu'ils essayent de le faire chanter sur sa vie privée. Absolument. Et ces histoires d'amour... disons-le. Oui, ben, c'est son droit. Qu'ils sont présentés dans un rapport à l'argent où ce sont carrément des forbans. C'est tout juste si les billets sortent pas des poches. C'est écrit avec talent, c'est une scène formidable et tout. Mais... si Gisbert nous l'avait raconté, et notamment à ses lecteurs qui sont plutôt de droite... Vous savez pourquoi il ne l'a pas raconté? Parce que ça lui rapporte plus de blé quand il en fait un livre. Attendez, on peut en blaguer comme ça, mais c'est quoi notre métier? Notre métier, c'est d'avertir nos citoyens. Gisbert, s'il avait écrit ça, il n'aurait peut-être pas été élu en 2007. On n'aurait pas eu 5 ans de dégradation. D'un côté, il est journaliste. Et de l'autre côté, il est croque-mort. Bon, laissez-le répondre. Il est croque-mort. Non, mais je veux dire quand même le mot. C'est-à-dire, il fait des très bons bouquins pour les enterrer une fois qu'ils sont tombés. Mais c'est quand ils sont vivants qu'il faut le raconter, ça. Laissez-le s'exprimer. La leçon de morale du c'est pas une morale. C'est pas une morale. Non, mais je pouvais pas le raconter à l'époque. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que je ne voulais blesser personne. Parce qu'il se trouve que c'est vrai que ces femmes que j'ai quittées, je les aimais et je les aime encore. Et j'ai pas envie de mettre ça sur la place publique à ce moment-là. Aujourd'hui, le temps est passé. J'ai de bonnes relations avec tout le monde, enfin avec ces femmes en question. Je sais que je ne les blesse plus. Donc je peux l'écrire. Et si tu veux, ce que tu dis, là, excuse-moi, c'est un peu de mauvaise foi, parce que Le Point est un journal totalement indépendant, où effectivement il y avait des articles
très favorables à Nicolas Sarkozy, Et d'autres comme il y a très des méchants. articles très défavorables à Mais Nicolas la- Sarkozy. la ligne Mais c'est un type de éditoriale- journalisme que tu ne connais pas Mais tout à si, fait, si, mais c'est un type de journalisme où je- on est ouvert, Non, on mais- a le champ large. Un type de journalisme tolérance. Et moi, quand tu me reproches, par exemple, de ne pas avoir dit ça avant, je te signale que Balladur, je me suis déjà payé en 87, j'ai écrit un livre sur Chirac avec 2-3 chapitres sur Balladur épouvantables. Je te signale que j'ai écrit un livre en 2006 sur Balladur, c'était tout aussi épouvantable. Et tu peux pas m'accuser de tirer sur les gens Non, quand mais ils sont morts ou quand ils sont à terre. Et moi, je veux dire, je suis désolé, mais j'ai pris beaucoup de risques dans ma vie professionnelle. J'en ai souvent pris plein la Et gueule. à quoi sert ce métier? Il ne sert pas à raconter nos histoires personnelles. Il sert à apporter des informations d'intérêt public aux citoyens pour qu'ils se fassent leur opinion. J'ai découvert dans ce livre des informations très J'ai pas fait importantes. avant parce que ce n'était pas le moment. Et ensuite, sur les risques à prendre et le courage, moi je crois franchement que j'en ai jamais manqué. J'ai pas Mais l'impression. je n'ai pas Je dit sais ça. pas. J'en ai pris plein la gueule régulièrement. Effectivement, j'avais un président de la République qui appelait le propriétaire du Pinault journal, François pour Pinault, dire faut le virer. toute la journée. toutes les semaines, toute la journée, faut le virer, faut le virer, faut le virer, faut le virer. Voilà. Et puis je continue à faire Bien, mon petit boulot Gaspard, tranquillement. vous êtes entre les deux, je vous demande votre avis. Ah, ça a l'air d'être un métier compliqué, journaliste, Oui. hein, c'est vrai. Là, vous avez commencé d'ailleurs dans le point. Mais on peut pas Dans le point. c'est cet homme aime, voilà, que voulez-vous, il faut le comprendre. Moi, je comprends que pour une femme, on peut faire ça. Et quitter une femme à cause de Balladur, enfin, je suis... Alors, Ça Franz, n'a aucun sens. vous êtes ici ce soir pour un livre intitulé Dernier carnet, publié chez Flammarion. Vous dites « Ceci est mon dernier livre politique ». Pourquoi il est si chiant que ça, Hollande? C'est pas ça. Non, c'est que moi, j'ai envie de changer de genre. J'ai envie d'écrire, voilà, plus Des de romans. Vous dites « La politique réveille trop de passion en moi, et d'aussi loin que je me souvienne, elle m'a toujours déçu ». Oui, Il fallait parce que... bosser à l'équipe, Franz. Non, mais c'est pas faux. C'est-à-dire, je pense, mon problème, contrairement à ce que Edoui pourrait penser, c'est que mon problème, je crois, je suis pas assez cynique. C'est-à-dire, j'ai tendance toujours à me passionner, et un peu bêtement. Oui. Je suis un peu trop utopiste. On rêve toujours de l'homme politique qui va se transcender. Voilà, le De Gaulle qui se prend pour la France. Enfin, on rêve toujours de ça. On rêve. Voilà. Et on retombe toujours un peu tristement sur Terre. Alors, vous balancez tout, hein. Vous dites avoir vidé vos carnets à spirale. Non, il y en a encore. J'en ai Il y en a retrouvé. encore un peu. Je sais pas où je vais les donner à Ouais. Edoui, peut-être. Non, il faut que Hollande Pour- prenne garde, parce que dans le livre, il y a une info. Au début, Ouais. il ne connaissait pas Hollande. Il n'avait pas senti que Hollande avait ce statut possible. Ouais. Donc au début, il le vouvoie. Ouais. Du coup, il vaut, parce que c'est un journaliste qui regarde le pouvoir quand Ouais. même. Il faut Ouais. quand même le Comme dire. Edoui Plenel. Et du coup, parce que Edoui Plenel, lui, fait des livres avec François Hollande. Non, Après, il donne un des livre leçons. d'entretien mais voilà. que j'assume totalement. Oui, et bah, qui était bon, d'interpellation. d'ailleurs, très bon livre. Et alors, qu'est-ce qu'il fait du coup? Du coup, il l'invite à dîner et il le fait renifler par un de ses copains communicants pour voir qu'est-ce que ça vaut. Il en discute avec Alain Minc. C'est d'ailleurs le seul passage où il y a Alain Minc dans le livre, qui est son grand copain. Et du coup, on voit. Oh là et à là, la c'est fin, terrible, et à la terrible. fin, Oh, mes amis, vous vous rendez compte. il tutoie Hollande. Donc, il faut que Hollande fasse gaffe parce qu'il note tout. Il note tout. Non, mais là, c'est un côté journaliste flic, vous voyez, qui dit « Ah, attention Hollande, attention Hollande ». Désolé, Edoui, mais c'est... Voilà, franchement, moi, je suis plus dans cette histoire. Dans mes livres, il y a beaucoup de sincérité. Je suis désolé, je suis sincère souvent, et c'est peut-être pour ça que les lecteurs adorent. Parce que je balance, je casse, voilà, j'ai mon petit flingue, je m'amuse à tirer, et puis après, ça va, on passe à autre chose. Voilà, c'est vrai que je m'acharne pas, j'aime bien passer à autre chose. Est-ce que Et vous trouvez, par exemple, que Edoui Plenel prend les choses trop au sérieux, Ah finalement? oui, ça sent. Non, C'est Edoui un peu ce qui Plenel. ressort de votre discussion. Non, c'est-à-dire, moi j'ai du respect pour Edoui Plenel, Mais il est courageux. Voilà. Il vérifie pas toujours ses infos, là, comme la dernière, sur Ah non, la Libye, elle mais est bonne. Mais c'est quelqu'un de courageux, et moi je respecte le courage, et en plus je vais ajouter que c'est quelqu'un d'indépendant. Bien, on va parler de votre livre. Évidemment, Nicolas Sarkozy n'est pas épargné. Il y a une phrase que je trouve formidable, c'est, en parlant de Sarkozy, l'un des plus vulgaires et des plus impitoyables, toujours la menace à la bouche quand on le contredit, une psychologie de serpent à sonnette, une subtilité de couteau de boucherie, sans foi ni loi, la définition du baladurien. Dans ce passage-là, comme Ouais. dans d'autres, il y a de l'humour aussi, quand même. Oui, non, on mais va c'est avoir de très- rigoler. non, c'est de la C'est littérature. plutôt littéraire, Non, voilà, c'est c'est pas ça. l'humour, je sais pas, mais c'est de la littérature. Et pour vous, en fait, la tare du Sarkozysme, c'est la fausseté des apparences. Vous dites, en fait, Sarkozy, il aime pas vraiment les Français. Et alors, ce que vous dites, au moment où ça commence à mal tourner, c'est-à-dire après le premier tour, vous parlez de Pantin démangé par la haine. Et là, il a commencé à faire n'importe quoi. Il a commencé à partir en toupie, là. Moi, franchement, il m'a étonné. Il a fait un premier tour.
qui était très au-dessus de tout ce que j'aurais pu imaginer. Et là, il commet l'erreur. Ouais. C'est-à-dire, et c'est là qu'on voit la com, la fausseté des apparences, c'est-à-dire qu'il continue à écouter ses communicants. Or, il fallait faire évidemment entre les deux tours ce que n'importe qui d'autre aurait fait. Tous les grands politiciens de la 5e ont fait ça. C'est entre les deux tours, on rassemble. Ouais. Mais là, il continuait sa campagne. Continué à cliver. Alors que là, il aurait pu, je sais pas, mettre en question le programme de Hollande, dire, mais faire peur sur le programme de Hollande, qui était quand même, disons, il chargeait la barque, Hollande. Il aurait pu faire, mais pas du tout. Alors, c'est extrêmement bien écrit, hein, vous l'avez lu, c'est formidable. Je veux dire, un truc sur DSK dont tout le monde se fout aujourd'hui, mais je trouve ça bien écrit. Une grosse blague aux poches bien bourrées, le ventre avantageux, les yeux vides, l'incarnation du laisser-aller moral et physique avec un charisme de mode de beurre, un chef de rayon noctambule et dilettante qui, pour un bon pourboire, aurait vendu la France, y compris la Tour Eiffel. Alors c'est marrant, quand vous le lisez là, je sais pas, je suis un peu mal à l'aise par rapport à ce passage, par exemple. Ouais. Parce que je l'ai écrit il y a longtemps. J'ai repris un bout, comme ça, j'avais écrit il y a 1 an ou 2, comme ça, en le voyant. Et bon, avec tout ce qui lui arrive, il fait un peu pitié. En même temps, il l'a cherché. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on peut se dire aussi. Et en même temps, c'est vrai, je pense, enfin, je faisais partie de ceux qui pensaient que s'il avait été élu, ça aurait été une catastrophe totale pour la France. Il n'était pas apte à être président. Oui. Vous dites dans votre précédent livre, « Je suis un homme ». Autrement dit, le seul animal de la création qui a sa queue devant et ne cesse de courir après. Oui. Vous savez que c'est comme ça que DSK va commencer sa plaidoirie. Il va être témoin de moralité au procès. Oui. Il y a quelque chose d'encore plus beau que le sexe et l'amour. Voilà. Edoui, je le dis pour Edoui. Edwy, vous êtes fidèle à Madame Lapierre depuis très longtemps. Ça fait 40 ans. Voilà. Je crois que tout est dit. Voilà. Attention, je suis fidèle aussi, moi. Mais oui, on sait que tu es fidèle. Déjà depuis longtemps. Bien sûr. Et je suis très heureux d'être fidèle. Bien sûr. Voilà. Et je resterai fidèle. En fait, tu as des fidélités successives. J'ai découvert la fidélité tardivement, mais je reste fidèle et je mourrai fidèle. C'est pas le sujet. Bien, alors... Mais on peut parler d'autre chose que de Sarkozy tout le temps. Mais non. Edoui Plenel. On peut parler d'amour. On peut parler de rock. On peut parler de cinéma. On peut parler de Cannes. On peut parler de ciel bleu. On peut parler d'Olivier, de Provence, de beauté, de femmes. Voilà. Oui. Allez, tournons la page. Edoui, rions, sourions au monde. Ah non, ouais, on peut, mais Nicolas Bazir, je trouve ça plus fascinant. Alors, Gaspard Proust, bonsoir. Vous êtes le comique que tout le monde adore en ce moment. Ah bon, les producteurs de télé vous appellent. Le cinéma vous a découvert dans L'amour dure 3 ans, le meilleur film de Frédéric Becbédé. Et c'est vrai que ça se voit pas tout de suite, mais en fait, là, vous êtes super heureux. Vous êtes heureux comme vous n'avez jamais été. Là, je suis dans un haut. Bah oui, oui. Vous êtes au top du bonheur, là. On regarde comment ça se passe sur scène. C'est un humour qui a tendance à plaire plutôt à une population d'intellectuels coincés et nébuleux. Vous voyez, moi, si je me mets dans la rue avec un panneau « J'anime vos soirées », mais c'est un avantage, hein. Quand on me demande ce que je fais et que je dis que je suis humoriste, on me dit jamais « Fais-nous un sketch ». C'est toujours « Ah, humoriste, ah ». Et ça marche. Je cogite, c'est assez normal, parce que philosophiquement, je suis un cartésien, pas n'importe lequel, un cartésien désabusé. C'est-à-dire que je pense, donc je suis, mais je m'en fous. À quoi se résume le bond technologique actuel? La oui. Permettre à des pauvres de jouer au golf. Avec les gestes du ping-pong. Vous savez, moi, je me sens mieux quand je me sens pas bien. J'aime pas me sentir bien parce que comme je sais que ça peut que dégénérer, ça m'angoisse. Et du coup, ça va pas. Mais comme une fois que ça va pas, j'oublie mes angoisses, ça va mieux. Voilà Gaspard Proust qui sera sur la scène du Châtelet le 11 et 13 juin. On va reparler de ça, c'est formidable. Moi, j'ai vu votre spectacle une fois, je suis retourné le lendemain. Ruquier, votre producteur, a dit de vous, cette absence de charisme en crée un. Bah, je me débrouille, c'est-à-dire que je mets rien sur scène d'autre que moi. Donc les gens, comme les sièges sont orientés dans une certaine direction, ils me subissent. Alors ils se disent, ah, il est charismatique en fait. Voilà, c'est tout. Becbédé a dit, il y a un romantique caché derrière ce nihiliste officiel. Vous aussi, vous êtes romantique, c'est pour ça que vous bossez au Point, en fait. C'est un journal de romantique, non? Bah oui, pour nous, on fonctionne que sur l'amour. Bah oui. C'est pour ça que je comprends pas si c'est Don Quichotte, oui, il ferait jamais l'amour à un moulin, enfin, cet homme-là, alors que nous, on a une vie, enfin, désolé pour vous. Je veux dire, 40 ans de fidélité, c'est triste, quoi. Je trouve ça, mais lamentable.
Alors, Quel échec. ce qu'il faut savoir, c'est que notre ami Gaspard Proust est d'origine slovène. C'est vrai. Donc après les plombiers polonais, les humoristes français craignent les comiques slovènes. Et ils ont raison, à mon avis. Alors en fait, rescapé du camp de Ravensbrück, votre grand-mère paternelle a perdu son grand amour qui était résistant avant d'épouser un gars qui aurait pu le tuer, votre grand-père slovène, donc qui avait été enrôlé de force dans l'armée allemande. Absolument. Et votre père était commercial dans le BTP, le gaz naturel, et votre mère, vous dites femme au foyer, enfin elle foutait rien, vous dites. Elle s'occupait des enfants. Ouais. C'est un travail, paraît-il. Alors à la fin des années 80, quand la guerre éclate, au moment de la fin de la Yougoslavie, votre famille se réfugie dans une station balnéaire en Croatie. Ouais. Et là, c'est un décor qui vous allait très bien, parce que vous dites c'est mort à Venise, quoi. C'est-à-dire la Croatie l'hiver. C'est mort à Venise, mais façon communiste, donc c'est un peu moins rococo. C'est Ouais. plus, plus sombre, hein, vous voyez. Votre famille était communiste. Bien sûr, tout le monde avait sa carte au parti à l'époque. Ouais. donc. C'est pour ça que votre père est allé travailler en Algérie, exactement comme le père d'Edwy Plenel. Puis terminer journaliste, alors vous vous rendez compte. Et là, vous apprenez le français en 3 mois, c'est bien. Bah, on est obligé, parce que moi j'arrive en Algérie, je parle pas un mot, on vous pousse au CP, et puis c'est très compliqué au début, et puis un jour on parle, on sait pas très bien pourquoi on se met à parler en français, puis on reste. Ça va bien maintenant. Ça va mieux, je commets encore quelques fautes de concordance des temps, mais ça va. Mais par rapport à la moyenne, je m'en sors plutôt bien. Alors en 94, c'est les attentats qui vous poussent à quitter l'Algérie, vous avez 17 ans. Ouais, Vous arrivez en France, Aix-en-Provence. mais ça vous plaît pas du tout, vous allez faire HEC à Lausanne, et vous devenez conseil en patrimoine, vous travaillez dans les banques suisses. Il est sympa, Johnny Hallyday? Je ne recevais pas ce client-là, je ne me souviens pas, non. Alors à 23 ans, vous découvrez que votre rêve est en fait de devenir chef d'orchestre. Vous dites, le chef d'orchestre donne tellement au public tout en lui tournant le dos. À aucun moment il ne fait sa pute, vous dites. Et qui donne. Ouais. Je trouve ça assez extraordinaire. Alors pas étonnant que votre prochaine apparition sur scène s'appelle Gaspard Proust tapine au Châtelet. Vous venez de Slovénie, vous tapinez au Châtelet, c'est normal. Faites payer avant, j'imagine? Toujours. Ce qui me permet d'être mauvais ensuite. Ouais. Et si on rajoute 100 €, on a des blagues un peu plus osées quand même, non? Non. Ah, c'est rassurant, les humoristes parfois n'ont pas de répartie. Ouais. Je suis rassuré. Faut y aller, Edwy. Je Ça vais vous y aller. changera de Je Sarkozy. vais y aller. Je vais y aller, mais vous Non, inquiétez franchement, pas. ça J'ai vaut- une autre vie, hein. Simplement, tout le monde n'est pas obligé de l'étaler. Voilà. J'étais alors rien. Et ça y est, Non, mais il attendez. repart. Ah, c'est Il le Muppet repart. Show. Il repart. C'est le Muppet Show. C'est le Muppet Show. On n'en peut plus. On n'en peut reparti. plus. C'est Bon. Jérémiade. Oh, Bon, alors c'est trop maintenant, dur. on passe à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est Alexia Kefalas, correspondante du Figaro et de France 24 à Athènes, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Les 3/4 des Grecs ne veulent pas quitter l'euro. D'ailleurs, Alexis Tsipras, le candidat d'extrême gauche favori des élections, a déjà annoncé que s'il était élu, la Grèce ne changerait pas de monnaie. Du coup, la question n'est pas vraiment de savoir si les Grecs veulent rester dans l'euro, mais plutôt de savoir s'il faut les virer sans leur demander leur avis. En Allemagne, 60% de l'opinion est favorable à cette solution. Faut dire qu'au départ, les Grecs n'auraient jamais dû être admis au club, puisqu'ils ont truqué leur compte pour entrer. Le problème, c'est que maintenant qu'ils sont dedans, c'est compliqué de les mettre dehors. En effet, le règlement de la zone euro ne prévoit pas de procédure d'exclusion. Si Alexis Tsipras, le Mélenchon grec, devient Premier ministre après les élections du 17 juin, il pourrait donc refuser l'austérité tout en refusant de sortir de l'euro. Du coup, pour virer la Grèce, il faudrait que les autres pays de la zone euro décident de lui couper les vivres. Sans aide extérieure, impossible de payer les fonctionnaires, les allocations, les retraites. L'État ne pourra pas rembourser l'argent qu'il doit aux banques grecques, qui du coup n'auront plus d'argent à prêter aux entreprises, qui du coup n'auront plus d'argent pour payer les salariés. Bref, les Grecs n'auraient alors pas d'autre solution que d'abandonner eux-mêmes l'euro pour revenir à la drachme. Évidemment, les conséquences pour la population risqueraient d'être bien pires que l'austérité qu'on veut leur imposer. Mais apparemment, ça n'impressionne pas les Grecs plus que ça. Ils ont l'air convaincus qu'on n'osera jamais les virer. De peur que ça provoque un effet domino, au Portugal et puis en Espagne. Et puis si on vire les Grecs de l'euro, ils ne nous rembourseront jamais. Et c'est vrai que ça ferait forcément un peu mal au cœur de tirer un trait sur les 140 milliards d'euros que la Grèce doit à l'Europe. C'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grab, voilà. Alexia Kefalas, Kalispera. Kalispera, Kalispera. Alors, vous êtes journaliste franco-grec. Oui.
correspondante du Figaro, de France 24, d'RTL, enfin de plein de gens à Athènes. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, au-delà des grandes questions politiques et financières, c'est quoi la vie en Grèce aujourd'hui ? La vie, c'est assez difficile et on parle beaucoup de tous ces scénarios de sortie de la zone euro. Et voir que tous les matins, on se réveille avec des informations qui nous disent « Attention, ce sera dramatique, rien ne va plus » et autres. Du coup, les Grecs sont complètement perdus. Ouais. Effectivement, ça favorise le candidat de la gauche radicale, mais aussi l'extrême droite néo-nazie. Donc, parce que personne ne croit plus en rien. Ils ne croient plus en l'État, ils ne croient plus aux politiques parce qu'ils ont accumulé les scandales politico-financiers. Ils ne croient plus du tout en l'Église, ils ne croient plus du tout en l'État. Donc, c'est un peu le chaos. C'est quoi le salaire moyen en Grèce aujourd'hui ? Dès que quelqu'un entre sur le marché du travail, c'est 480 €. Pour ceux qui sont déjà dans le marché du travail, c'est 580 €. Mais les prix, quand on va dans un magasin... Les prix, c'est plus cher qu'en France. Ah ouais. C'est, surtout au supermarché, c'est plus cher qu'en France. Alors oui, effectivement, la taverne sera encore abordable, mais le supermarché, c'est plus cher qu'en France. Quand le paquet de farine est à minimum 2 €, c'est difficile. Alors forcément, au quotidien, ça se ressent. Il y a une réalité qui est des gens qui ne sourient plus, qui sont des gens qui dépriment, des gens qui se suicident, des gens qui sont au chômage. C'est des gens généreux et des gens qu'il faut comprendre. Ouais. Est-ce que les Grecs sont victimes ou coupables ? Parce que quand même, il y a quand même eu des magouillages dans les comptes pour pouvoir rentrer dans l'Europe. Est-ce que les Grecs le savaient ? Est-ce que le peuple savait que les gouvernements étaient en train de truquer des comptes ? Non, absolument pas. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque de l'entrée dans la zone euro, il y avait ce qu'on appelait la théorie de la comptabilité créative. Donc tous les États d'Europe ont plus ou moins trafiqué leurs comptes. Effectivement, en Grèce, ça s'est fait un peu plus. Mais pourquoi ? Parce que la demande d'entrée de la Grèce dans la zone euro s'est faite en 1998. 5 mois avant, la Grèce décrochait les Jeux Olympiques d'Athènes pour 2004. Donc forcément, les sociétés européennes voulaient bien amener et faire leur route, leur autoroute, leur pont, leur métro et dealer en euros et faire tout leur marché en euros. C'est normal. Donc ça a arrangé tout le monde, l'entrée de la Grèce dans la zone euro. Forcément, les Grecs, ils ont dit, ah bah, très bien, on va pouvoir être comme les Françaises, comme les Français et s'amuser. Et toutes les banques françaises, notamment, en ont profité. Tout le monde avait des cartes de crédit. Il y avait en moyenne 5 cartes de crédit par Grec avec de toutes les couleurs. Alors c'était les bleus pour les grandes marques de supermarchés français, c'était les roses pour les marques de sous-vêtements et même pour les coiffures des jours de l'an, des grands coiffeurs français, on pouvait payer en 10 mois, la dinde en 24 mois pour Noël. Donc, effectivement, ça, c'est une spirale qui fait que maintenant, le réveil est difficile. Alors, quand Madame Lagarde dit que les Grecs, ils devraient commencer par payer leurs impôts, ils ne les payent pas, les impôts, les Grecs ? Il y a un sport national en Grèce qui est effectivement l'évasion fiscale parce qu'il n'y a pas de confiance dans l'État. Quand l'État ne fait pas de route, ne fait pas d'école, ne fait pas d'hôpitaux, les Grecs préfèrent effectivement... mais attention, c'est pas les fonctionnaires, c'est surtout les professions libérales, les armateurs, ceux qui ne payent pas d'impôts, effectivement, et les riches, effectivement. Donc il y a beaucoup d'inégalités. Parce qu'il paraît que les impôts sont rédigés en fait par les contribuables et qui sont rarement vérifiés par l'administration. C'est vrai ça ? Effectivement, oui. Et surtout que ce laxisme budgétaire, ça fait quand même 38 ans que ça dure et que l'Union européenne a toujours fermé plus ou moins les yeux. Donc c'est bien facile de dire oui, les Grecs c'est voleur, mais dans ces cas-là, on vous dit vous pouvez gentiment ne pas déclarer tous vos revenus. Ouais. Vous le faites. Il y a des maisons qui ne sont pas déclarées, il y a des bateaux qui ne sont pas déclarés, c'est vrai ça. Des terrains, il y a beaucoup de choses. Mais il n'y a pas de cadastre en Grèce non plus. Oui, il n'y a pas de cadastre. Alors, pour l'impôt foncier, c'est compliqué. Voilà, donc effectivement, et là, ils veulent privatiser des îles, des terres, des plages. C'est bien facile, mais ils n'arrivent pas à faire le cadastre non plus. Ouais. Donc c'est un processus. On demande aux Grecs de se réformer en quelques mois, alors qu'ils ne l'ont pas fait pendant 30 ans. C'est pas facile non plus. Et surtout, c'est fait de manière très brutale. Et les remarques qui sont faites par les dirigeants internationaux sont quand même blessent beaucoup les Grecs. Les Grecs, c'est méditerranéens. Ils sont attachés à ça. On ne deviendra jamais des Allemands. L'Église bénéficie d'un statut particulier déjà. L'Église n'est pas séparée de l'État, l'Église ne paye pas d'impôts. Voilà. Ouais. Et les armateurs, ils bénéficient aussi d'avantages fiscaux. L'article 39 de la Constitution prévoit que les armateurs ne paient pas d'impôts. Ah ouais. Par exemple, il y a 600 professions qui prennent la retraite à 50 ans avec 95% du salaire. Alors on pourrait penser que c'est des professions difficiles, pas du tout. C'est les pâtissiers, les animateurs de radio, les coiffeurs et les masseurs de bains turcs. Les manicures aussi. À 50 ans avec 95% du salaire, c'est normal que le budget de l'État soit grevé quand même. Oui, mais c'est pas tout. Les primes dont on a beaucoup parlé, qui sont d'avoir les mains propres pour aller au travail, qui sont de transférer un dossier du premier au deuxième étage, ces primes-là, elles devaient être supprimées, elles n'ont toujours pas été supprimées. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Mais les Grecs, il faut leur donner un but. Quand on lui a donné les Jeux Olympiques de 2004, ils se sont mis en 4 pour y arriver et c'était magnifique. Là, ils ne savent pas où ils vont. On leur dit, attention, c'est seulement pour garder l'euro. Mais qu'est-ce que c'est l'euro pour eux ? C'est que des mesures d'austérité, c'est des coupes de salaire, c'est des coupes sur les retraites, c'est une augmentation de la TVA. Bref, c'est un quotidien assez morose. C'est formidable ce qu'a dit notre consoeur, parce que le combat des Grecs, c'est le nôtre. Ce n'est pas les Grecs contre l'Europe. Par ailleurs, il y a derrière cette histoire une histoire qui nous concerne tous, c'est qu'on crée une monnaie unique, une monnaie commune. Et en même temps qu'on la crée, on dit les États qui vont la partager ne peuvent pas s'entraider.
Ils ne peuvent pas se prêter de l'argent et s'entraider. Pourquoi? Les États ne peuvent pas emprunter à la BCE, qui pourtant prête à un taux, la Banque Centrale Européenne prête à un taux très bas. Donc on pourrait aller dire, tiens, vous nous prêtez, c'est très bas, et ça nous permet de rembourser. Non. C'est 1%. Non. Ils n'ont pas le droit. Et du coup, on ne peut aller chercher pour rembourser que chez Goldman Sachs, que chez la finance, que sur les marchés, et qui, eux, peuvent emprunter à la BCE. Donc la BCE, elle prête à 1% aux financiers, et nous, on doit rembourser à 4 à 5% aux financiers qui s'enrichissent au passage. C'est irrationnel. Si vous faites une monnaie commune, il faut que vous soyez un peu solidaires. Donc, pour moi, nous sommes tous des Grecs. Et le combat des Grecs, c'est le nôtre. Oui, je dirais, mais moi aussi, je dirais, nous sommes tous des Grecs, mais d'une autre façon. C'est-à-dire que en Europe, nous avons pris l'habitude tous de vivre au-dessus de nos moyens. Pas seulement les Grecs, les Français aussi, les Italiens, les Espagnols. C'est-à-dire, on dépense beaucoup plus qu'on produit. Et après, on fait la quête. Mais à qui on tend la main? À l'Allemagne. À l'Allemagne, les méchants Allemands, et Louis Plenel va nous expliquer, qui sont épouvantables et horribles, parce qu'effectivement, c'est à eux qu'on demande des efforts. Depuis quand même très longtemps, je suis désolé, sur la Grèce, mais c'est quand même c'est les Allemands qui ont financé la Grèce. Et on leur demande encore, et on leur demande toujours et toujours plus, 100 milliards, maintenant 200 et 300 milliards, de l'argent qu'on retrouvera peut-être, qu'ils ne retrouveront peut-être jamais. Oui, mais les sociétés allemandes ont fait leur chou gras en Grèce bien aussi. sûr, mais ça, c'est un argument, bien entendu, je conçois cet argument. Mais en même temps, il y a bien un moment où ça doit s'arrêter. Si l'extrême gauche l'emporte, ça va être la catastrophe totale. Ça va pas être la catastrophe, ça va juste, il va falloir maîtriser le tout. Alors qu'est-ce qui va se passer là? Alors, le candidat d'extrême gauche veut... La solution qui consiste à ne pas effacer la dette, qu'est-ce qui se passe? Il veut se rapprocher de la Russie, il n'a pas besoin de l'Europe. Il considère que si jamais l'Europe coupe les vivres à la Grèce, il ne remboursera pas la dette. Il veut renationaliser les sociétés. Et c'est effectivement... Il est européen. Il est européen. Il veut se rapprocher de la Russie. La Russie qui est un allié fidèle. Regardez comment ils soutiennent Bachar el-Assad. Ah oui, formidable. Alors, un mot avant de se quitter, Alexia. Le mec d'extrême droite, là, le nazi, là. Le néo-nazi, Michalogliakos. Il est très dangereux, lui. Il n'est pas très dangereux, non. Mais par contre, ses équipes le sont, oui. Ouais. Quand il est ratonnade, c'est une réalité en Grèce. Ouais. Encore avant-hier, il y a un immigré pakistanais qui s'est fait passer à tabac à 3h du matin près d'un métro d'Athènes. Donc effectivement, c'est une réalité. Les Grecs ne réagissent pas devant ces ratonnades? Ils ne réagissent plus parce qu'ils considèrent qu'effectivement, il y a un problème qui n'est pas traité. Il n'y a pas de politique réelle d'immigration, de lutte contre l'immigration clandestine. De l'autre côté, les ratonnades, c'est pas que ça. Pour eux, c'est une autre justice. Les gens de l'Aube dorée, ça s'appelle, ce parti néo-nazi, ils accompagnent les vieilles personnes à la banque parce qu'ils ont peur de sortir de chez eux. Ils les aident à être assurés. Et donc, pour une certaine partie de la population, 4% maintenant dans les sondages, ça rassure parce qu'il n'y a tellement pas d'État non plus en Grèce qu'il faut les comprendre. Très bien. Alexia, merci d'avoir été avec nous. Merci. Yassas. On a tout compris. Voilà, c'était la P2 de SLT. On se retrouve après la pub avec le Zapping Guillon et notre invité du samedi 20h. Ce soir, à l'occasion de Roland Garros, Mickaël Jérémias, champion de tennis en fauteuil. A tout de suite. Bonsoir les terriens. Bonsoir les terriens. Nous sommes toujours en compagnie d'Edwy Plenel, Franz-Olivier Gisbert, Gaspard Proust. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Mickaël Jérémias. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Roland Garros vient de démarrer. Et une fois de plus, le public et les commentateurs vont railler les joueurs français face aux stars du circuit. Et pourtant, on a un Français capable de faire mordre la poussière à tous ses adversaires, vainqueur de Roland Garros, médaille d'or aux Jeux Olympiques de Pékin. Il s'appelle Mickaël Jérémias. Il est joueur pro de tennis en fauteuil. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. À vous Stéphane, pour Guillon 2012. François Hollande a passé son week-end à la Lanterne, une résidence réservée au Premier ministre, mais que Nicolas Sarkozy s'était appropriée.
La lanterne est dotée d'un tennis, d'une piscine et d'une des plus belles caves de la République. Je veux être un président normal, qui passe ses week-ends à Versailles, à 2 pas de Vélizy, des pauvres. Un président capable de savourer un Romanée Conti, après un tennis, les 2 pieds dans une piscine, mais qui est aussi capable de rentrer à l'Élysée en stop, si les intérêts de l'État l'exigent. Un président normal. Le directeur d'une maison de retraite accusé de pédophilie. Ça, c'est con, c'est con. Quand tu aimes te taper des enfants, travailler dans une maison de vieux, c'est con. Imaginez un gérontophile travaillant dans une maternelle. La vie est parfois mal faite. L'Espagne ne voulait pas que sa candidate gagne le concours de l'Eurovision. En cas de succès, l'Espagne, rongée par la crise, aurait dû organiser l'événement l'année prochaine. Ah, c'est ça, c'est ça. Je me demandais pourquoi on avait choisi Angoune. C'est ça. L'année prochaine, il faut demander à Jennifer. Oui. Comment on est sûr Il y a des fans de Jennifer. Oui. Putain, on baisse. Hein. Sclérose en plaques, la France particulièrement exposée. Ah, enfin un truc qui marche bien en France. Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, voulait avoir ses bureaux au 5e étage de Bercy. Une bataille acharnée, perdue par Arnaud, qui a dû se contenter du 3e étage. Je voulais le 5e étage. Je le voulais. Pour redresser l'économie de la France, de la Gaule, il est essentiel d'avoir une vue aérienne. Pouvoir regarder d'en haut les Français, les manants et les gueux. Afin de résoudre leurs problèmes, je veux dominer Thierry Ardisson. Goûter l'air des sommets et faire agrandir toutes les fenêtres de mon ministère pour pouvoir y passer la tête. Je m'aime. Je suis capable de jouir en regardant mon reflet dans une glace. Un article très émouvant dans le JDD sur le blues des battus. François Fillon, pour la première fois depuis 5 ans, s'est retrouvé seul. Frédéric Mitterrand a repris son scooter et Nicolas Sarkozy a couru sans garde du corps au... Excusez-moi Thierry. Il nous manque, hein, c'est fou comme il nous manque. Cécile Duflot s'est rendue au Conseil des ministres en RER. Avant, il se déplaçait en voiture avec chauffeur, escorte, il bloquait des quartiers entiers. Comment voulez-vous que je bosse ? Après s'être rendu à Bruxelles en train, François Hollande est revenu en voiture. Je veux rentrer en voiture et faire le plein chez Total. Car avec 50 points, vous pouvez offrir un repas au Resto du Cœur. Je veux être celui qui, en faisant le plein, permet d'aider les plus démunis. Et si je gagne un service à thé, je l'offrirai à quelqu'un qui n'en a pas. Je veux être le président qui cumule le plus de points chez Total. Enfin, on termine avec un petit peu d'animation grâce à DSK. Merci, merci à lui. Dans l'affaire du Carlton de Lille, le parquet ouvre une enquête pour viol en réunion. Le viol en réunion, qu'est-ce que c'est, Thierry Ardisson ? Le viol en réunion. Le viol en réunion, c'est un viol qui s'organise. Peut-être plusieurs, avoir beaucoup d'amis et un emploi du temps très précis. Être ponctuel. À ne pas confondre avec le viol pendant une réunion. During a reunion. Vous emmerdez, les dossiers sont compliqués, votre secrétaire est assise à vos côtés, et vous la violez.
You fucker. À ne pas confondre non plus avec le viol à La Réunion. Viol effectué dans le département d'Outre-mer, océan Indien, un viol humide, très chaud. Mais moi, ce que je préfère, finalement, finally, c'est le duo. Le Nafissatou. Beaucoup plus simple. Une carte d'hôtel, une porte qu'on laisse entrouverte, et le tour est joué. You fucker. À la semaine prochaine. Voilà, c'était Stéphane Billon que vous retrouverez ici le 16 juin. Pas d'émission la semaine prochaine. Mais d'ici là, sur canalplus.fr, on passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Michael Jérémias, rebonsoir. Vous êtes né le 15 octobre 1981 à Paris, dans le 12e arrondissement. Vous êtes le deuxième d'une famille de 3 enfants, père cardiologue, mère prof d'espagnol. Très tôt, vos parents vous mettent au sport, le ski à 2 ans et le tennis à 5 ans. Et vous faites des progrès rapides, mais vous devenez de plus en plus casse-cou. Vous pratiquez le ski hors piste, le ski acrobatique. Vous aimez vous dépasser en faisant de la vitesse, des sauts, des figures. Voilà, c'est de prouver un petit peu aux autres que je peux aller un peu plus loin. Donc, qui est un adolescent un peu concon, qui veut impressionner les copains, qui va faire le saut de trop, qui va faire le shoes de trop, le hors-piste de trop. Mais tout en le contrôlant jusqu'au jour où... Non. Jusqu'au 7 février 2000, là, c'est l'accident. Comme tous les ans, votre famille, au grand complet, est en vacances à Avoriaz. Et après le déjeuner, le temps se couvre, donc les parents rentrent. Et vous, vos frères et vos cousins, vous partez au snowpark, un endroit réservé aux amateurs de sensations fortes. Après quelques descentes, votre grand frère vous propose un concours de saut. Et là, vous êtes 5, vous lancez des défis, vous faites monter l'adrénaline, là. Alors, ça peut être bon pour sa psychanalyse, ça, mais moi, je l'ai blanchi depuis, c'est pas sa faute. Et mon frère nous dit, moi et mon meilleur pote, notre ami d'enfance, bon, les gars, dernier saut, aujourd'hui, vous allez être en forme, on va regarder en bas de la bosse celui qui fait le plus haut et le plus beau saut. Mon pote s'élance, fait 2 beaux sauts, moi je m'élance. Simplement, j'ai pas freiné entre les deux. Je voulais justement les battre, impressionner mon grand frère, mais aussi mon petit frère qui était là. Et là, je suis parti à 7-8 mètres de haut, en arrière, comme un pantin. Vous dites, je n'atterris jamais. Un coup de poing dans le ventre me coupe la respiration, je perds connaissance. Le trou noir, je me souviens plus de rien. Ouais. Alors, les secours arrivent avec un traîneau, vous avez les 2 jambes cassées, mais à l'hôpital, le diagnostic s'aggrave, c'est les 2 fémurs plus la 12e dorsale. Bah là, moi, le diagnostic, je ne le connais pas tout de suite. Finalement, des fractures de fémur, c'est pas très grave, ça se consolide. Par contre, fracture dorsale, paraplégie, le diagnostic tombe, je suis donc paralysé des membres inférieurs. Voilà, votre père, lui, il comprend tout de suite. Hein. Ouais, mon père médecin, lui, au centre de soins, quand on voit les premières radios, lui sait déjà ce que ça veut dire, et donc beaucoup plus dur pour lui de le gérer à ce moment-là. Vous êtes opéré en urgence à Genève, 9 heures de reconstruction, des plaques, des vis, des agrafes, et au réveil, vous êtes sous morphine, donc... vous vous rendez pas compte, en fait. Vous imitez Brando dans Le Parrain, et vous vous dites il faut aller détruire ce snowpark. Enfin, vous vous rendez compte de rien, en fait. Je m'en souviens même pas, c'est ce que me racontent mes parents et mes frères. Je leur demande d'aller détruire la bosse, d'aller tuer celui qui a construit la bosse. Je les rassure. À ce moment-là, je les rassure, alors que, voilà, eux se posent toutes les questions du monde. C'est à Paris, en fait, que vous reprenez conscience, et là, vous sentez rien, vos jambes vous brûlent. J'ai ces fameuses douleurs fantômes qu'ont les personnes paralysées ou les personnes amputées, les douleurs neurologiques, où j'ai l'impression d'avoir mal aux pieds, alors que je ne sens plus mes pieds. Donc du nombril jusqu'à mes pieds, je ne sens rien. Au départ, en fait, ce qui vous angoisse plus que vos jambes, c'est votre entrejambe, parce que pendant plusieurs semaines, vous vivez dans l'espoir d'une érection qui n'arrive pas et qui finira par arriver. Oui, un matin, au bout de 3 semaines, je lève le drap et là, une belle érection, bien fière. Bonne nouvelle. Voilà, une bonne nouvelle. Et ça fait... Ça interroge beaucoup les gens. Les gens pensent que le plus important, finalement, quand vous avez 18 ans, c'est de remarcher. Mais très sincèrement, à 18 ans, vous très rapidement posez la question, est-ce que vous allez plaire, est-ce que vous allez avoir une sexualité normale, plutôt que de remarcher. Alors ensuite commence la rééducation. Là, vous finissez par accepter de partager la chambre d'un tétraplégique prénommé Philippe, et c'est lui qui vous initie au pétard, quoi. Lui, gros consommateur, mais simplement tétraplégique, il ne pouvait pas se servir de ses mains. Il est obligé de servir d'une pipe, lui. Et donc, il m'a appris à rouler la pipe, à préparer son schiedum, à lui rouler ses joints. Et donc, en fait, du matin au soir, on fumait ensemble. Et le deal, c'est qu'il me fournissait en cannabis
Simplement, moi, je devais lui rouler pour la journée, lui préparer le matin sa pipe. Et on regardait les informations le matin. Les aides-soignants étaient évidemment au courant, nous laissaient tranquilles. J'ai plus pris de petit déjeuner depuis cette rencontre avec Philippe. Là, vous allez au fond du parc et puis vous fumez, quoi. Voilà. Tous les soirs, on se rencontrait avec les amputés, les grands brûlés, les paraplégiques, tout ça. On se partageait notre shit tous les soirs, une fois les activités terminées. Les aides-soignantes s'en aperçoivent, hein, elle vous dit j'en connais un qui vient de fumer du shit. Voilà, ils le voyaient, mais une espèce de bienveillance autour de ça. Ils savent que ça fait partie, d'une certaine manière, de la rééducation. On a besoin de ça aussi, un peu de s'évader, parce que c'est une période difficile. Et puis un jour, vous demandez à votre mère de vous rapporter votre raquette de tennis et des balles. Et vous commencez à jouer contre le mur de la chambre jusqu'au jour où le prof de tennis du centre vous parle de tennis en fauteuil. Ah bon, je découvre. Donc j'ai tapé mes premières balles quelques mois après mon accident sur un fauteuil de basket. Voilà. Moins d'un an après, vous disputez les championnats de France de tennis. Et en novembre 2001, je suis champion de France de tennis en e-sport. Voilà. Alors... le problème, c'est quand même toujours le sexe. Hein. Il y a une petite infirmière très mignonne sur laquelle vous flashez. Vous n'avez pas trop lui parler. Malgré vos signaux de séduction, vous n'êtes pas sûr qu'elle capte le message. Et ça sera fait le jour où votre frère arrive avec un copain dans votre chambre, avec du scotch, et il colle sur toute la chambre des pages de magazines porno. Donc la fille, elle comprend, là. Ouais, sauf que c'est évidemment pas la meilleure manière de séduire qui que ce soit, je vous le dis à tous. Et en fait, c'était surtout un moyen pour mon frère et mes potes, comme d'habitude, de m'embarrasser. Et donc l'infirmière en question est arrivée, et donc là, ça a évidemment brisé la glace, mais ça l'a pas vraiment excité plus outre mesure. Ah bah oui, mais je peux la comprendre. C'est pas comme ça qu'on fait. Là, vous allez découvrir en fait que le fauteuil peut attirer autant que repousser les filles. Et vous commencez à multiplier les conquêtes, des infirmières, des aides-soignantes, des kinés, et puis ensuite dans les boîtes, et puis dans le milieu du tennis, effectivement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une sexuelle parfaitement normale, quoi. Le truc, c'est que je me rends compte que quand vous allez dans un lieu public, et en l'occurrence une boîte de nuit, bah, vous n'êtes pas anonyme. Vous arrivez avec votre fauteuil roulant, on vous remarque. Puis moi, quand j'arrive au bar, vu que je peux me mettre debout, je suis paraplégique incomplet, bah, il y a la glace qui est brisée. Quand on me voit me mettre debout, mais comment ça se fait que tu peux te mettre debout? Et puis ça y est, il n'y a pas à faire tout ce baratin quand vous sortez, à regarder de loin, à faire votre lémurien avec votre petit verre d'alcool. Non, vous y allez et puis vous dites, franchement, j'ai mon accident l'année dernière, il y a bien plus grave que d'avoir peur que la fille dise non et tout. Donc oui, il y a une accroche, il y a une vraie curiosité en plus autour de ça. Alors après plusieurs mois de rééducation, vous rentrez chez vous et là, vous découvrez les vrais rapports entre les personnes handicapées et le reste du monde. Vous appréhendez le jour de la rentrée à la fac de Créteil. Et d'ailleurs, vous arrivez là, ce matin-là, vous roulez. À un moment, il y a un trou dans le sol. Un gros trou, je m'éclate par terre, chose qui m'arrive quand même très très rarement. Et là, très rapidement, je vois s'il n'y a personne qui me regarde, parce que c'est gênant. Et puis là, je vois ce gars-là qui me regarde, qui a une dizaine de mètres, il me fixe. Et puis il tourne la tête et puis il s'en va. Et je sais pas, à ce moment-là, évidemment, j'attendais autre chose, ne serait-ce que ça va, est-ce que je peux filer un coup de main? Et j'ai essayé de le rattraper, mais le temps de remonter sur le fauteuil et tout, je l'ai jamais rattrapé. Qu'est-ce que vous allez à lui dire là, s'il vous regarde? Explique-moi, pourquoi? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu étais gêné? Il y a une histoire dans un bar aussi, dans le 11e, un bar à la mode. Vous commandez à boire, vous vous levez donc, et il y a une fille qui vous dit, tu crois vraiment que c'est la solution? Je regarde comme ça, je fais pardon. Elle réinsiste, là je vois vraiment que le verre d'alcool la choque. Et donc là, on part dans une espèce d'embrouille où simplement, voilà, je dis, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes qui pour me juger? Elle croit que vous buvez pour oublier votre malheur, exactement, en fait. Exactement. Et donc là, je le vis comme une vraie agression et ça se termine mal parce que je me sens agressé. Ah, vous la pourrissez, là, comment ça? Là, je la pourris, je l'humilie devant tout le monde, mais en lui faisant un peu mal, en lui serrant le bras parce que je vivais ça comme une agression. Elle me fait passer pour l'handicapé aigri, ce qui était horrible, ce qui a intensifié peut-être la pression. Puis ça s'est terminé avec son copain qui a voulu faire le justicier, que j'ai un peu violenté en le poussant, et puis mon frère, mes frères qui les ont virés dehors, les videurs de la boîte qu'on connaissait, quoi. Puis d'ailleurs, ils n'ont pas le choix, même si j'avais été en tort, embrouillez-vous en public avec un handicapé, il y a peu de chances que vous en sortiez. Donc de toute façon, je pouvais aller au bout de mon truc. Sûr de gagner. Bon, voilà. Alors, constatant votre intérêt pour le tennis en fauteuil, votre père décide de vous emmener voir la finale de la Coupe du Monde et vous lui dites, tu vois tous ces mecs-là, un jour je vais les battre. Ils ont souri parce que, une fois de plus, ils se sont dit, il a vraiment la grande gueule, il n'arrêtera jamais, mais aussi, tiens, un petit challenge intéressant. Et effectivement, quelques années plus tard, je les ai tous battus. Ben oui, alors le premier match officiel, vous gagnez malgré le fait que vous soyez en fauteuil de ville. Et fauteuil de ville, c'est comme faire une course de Formule 1 en 4L, quoi. C'est à peu près ça. Je débutais, j'avais pas encore mon fauteuil de sport, ça coûte très cher un fauteuil de sport. Et donc l'adversaire me met la pression et je le bats finalement 6-0, 6-0. Et donc lui était écœuré et on s'est recroisés il y a pas longtemps et il en rigole encore. Alors, là c'est parti, 2005 numéro 1 mondial, 2005-2006 vainqueur
en double à l'US Open. 2008, médaille d'or en double aux Jeux Olympiques de Pékin. 2007-2009, vainqueur en double à Roland-Garros. Il y a donc un Français qui gagne à Roland-Garros. Il est avec nous ce soir. Un big up. Alors vous jouez contre des valides. Mais oui, c'est notre grand truc de défier notamment les grands champions de tennis. Vous avez joué contre Gaël Monfils? Oui, on était dans le même club quand on était gamin, je le connais depuis qu'il a 5 ans, et un jour à Roland-Garros, de manière un peu improvisée, on s'est dit viens, on tape quelques balles. Donc on a joué, il y a plein de gens qui sont venus nous regarder, c'était super, c'était assez impressionnant parce que ça allait très vite. Puis il a commencé à me faire rouler dans tous les sens, il a commencé vraiment à me mettre mal, j'ai fait ok, pas de problème. J'avais un autre fauteuil roulant de sport, il s'est mis dedans et là, je l'ai évidemment écrasé. Il ne pouvait plus jouer, c'est-à-dire qu'on découvrait quelqu'un qui jouait au tennis comme ça. Il était handicapé. Très handicapé. Mais il a joué le jeu. Voilà. Et puis dans 3 semaines, vous vous mariez avec Caroline. C'est ça. Qui est une kiné, donc vous avez une Anglaise avec qui vous êtes depuis 3 ans. C'est ça. Donc finalement, cette histoire, c'est terrible ce que je vais dire, mais cette histoire, c'était bien finalement. Mais c'était bien, c'est-à-dire qu'à part le côté souffrance de l'accident, faire souffrir les proches, évidemment, parce que c'est dur pour eux, voilà, il y a un prix à payer. Moi, aujourd'hui, je n'échange pas la vie que j'ai avec celle que j'aurais éventuellement pu avoir. Je suis heureux, c'est-à-dire que je suis heureux, fauteuil ou pas, voilà. Puis je me réalise dans tous les projets que je fais. Alors, Gaspard, vous avez des vannes sur les handicapés dans votre spectacle? Ouais, un peu, ouais. Non, je lui ai juste dit que je me suis déjà mis à la place d'une personne handicapée, ce qui est vrai. Sa place de parking, en tout cas, vous voyez. C'était juste ça. Edwige, vous avez eu le premier mot, le mot de la fin. Non, c'est formidable parce que tout le monde relève pas le défi comme il l'a relevé. J'ai dit tout à l'heure, on a tous rendez-vous avec notre liberté. Pourquoi il ne veut pas échanger sa vie? C'est parce qu'il a conquis sa liberté. Et il l'a faite, lui. Et il la rend à tout le monde. Très beau mot de la fin, voilà, merci. C'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Edwige Blenel, directeur de Mediapart, avec François-Olivier Gisbert pour Dernier Carnet chez Flammarion et Le Point, évidemment. Gaspard Proust sur la scène du Châtelet le 11 et 13 juin. Alexia Kefalas du Figaro de France 24 et Michael Jérémias. Merci de votre témoignage, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous ici, pas la semaine prochaine, le 16 juin. Et d'ici là, sur canalplus.fr. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.